Nous allons commencer en la montrant, bien évidemment, cette preview et cette illustration, encore une fois signée Jordan, des Sacramento Kings contre les Golden State Warriors. Une preview, qu'elle est intéressante, qu'elle est magnifique, qu'elle est surprenante. Beaucoup de superlatifs pour cet affrontement à l'ouest, puisque bien évidemment les Kings étaient la belle surprise de la saison, avec cette 3e place, qualification en play-off certes, mais qualification avec le panache, la manière, l'avantage du terrain pour ces Kings, une 3e place, qu'elle est belle, et des Warriors beaucoup plus décevants et avec plein d'interrogations quant à leur saison, et surtout une affiche du premier tour avec deux équipes qui se ressemblent énormément. Jérémy, je sais pas ce que tu en penses, des profils vraiment similaires finalement. J'ai un peu l'impression que Sacramento, c'est un peu, il y a en tout cas une forme de filiation avec Golden State qui se voit évidemment par le fait que Mike Brown débarque de Golden State, qu'il a mis en place un jeu qui se rapproche énormément dans la forme et dans les préceptes. Et ça aboutit sur une excellente surprise, c'est-à-dire que les prémices de ce qu'on avait vu avec De'Aaron Fox et Domantas Sabonis l'année dernière se confirment avec une équipe bien construite autour et une excellente surprise dans la mesure où je pense que énormément de role-players ont adhéré à ce style de jeu et ont surperformé, que ce soit Malik Monk, Kevin Huerter qui fait sa meilleure saison en carrière, Harrison Barnes qui, je trouve, a toujours été un joueur plutôt solide, mais produit une saison de qualité, et une attaque absolument instoppable qui emprunte énormément aux Warriors, et aux Warriors qui finalement finissent derrière, alors que quand on regarde les rosters, on se dit que naturellement il y a une équipe qui devrait dominer l'autre, et là on a une série qui je trouve est extrêmement indécise parce qu'il y a deux équipes qui ont un petit peu les mêmes qualités et les mêmes défauts, à savoir une excellente attaque, une défense qui laisse à désirer, et donc une série qui pourrait des fois manquer un petit peu de qualité défensive, mais qui par contre peut partir un petit peu dans tous les sens et qui va proposer un jeu offensif léché, donc je trouve très attirante. C'est vraiment la série qui m'intrigue le plus sur ce premier tour. Tu l'as dit, place à l'offense, bien évidemment. Les Kings, en termes d'identité, sont la meilleure offense de la ligue, tout simplement. 119.7 à l'offensive rating. Très grande marque, avec, bien évidemment, comme on le dit d'ailleurs dans le chat, ça c'est pas de moi, il suffisait de dégager la fraude. Haliburton, bien sûr. Puisque avec Sabonis en hub offensif, sur le poste haut, avec des end-off, du jeu de passe sur des cuts, des guards très complets à l'extérieur. On pense notamment à Kevin Huerter, mais aussi Malik Monk, qui se font un plaisir d'user de leur shoot, mais aussi de leur capacité de drive et de leur QI basket. Une équipe qui profite parfaitement de tout un système offensif que l'on ne renierait pas, même ici, en tant que fan de Denver, bien sûr. Et puis, Sabonis qui, s'il ne trouve pas la solution sur ce jeu de mouvement, de cut, de replacement à 3 points et de dribble end-off avec de l'écran, etc., peut, au cas où, sanctionner au poste bas en cas de switch également pour faire parler sa domination physique, parce que Sabonis, quand même, c'est quelqu'un qui sait jouer de son physique pour aller s'imposer au poste. Et à côté, en plus, la progression de Fox qui libérait qui était libéré de certains espaces vers le panier grâce au positionnement de Sabonis un peu plus au poste haut, progressait dans l'efficacité, une véritable nouvelle efficacité cette saison, meilleure que les saisons passées, et surtout encore plus dans le clutch. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue dans le clutch, dans les situations chaudes de money time, les 5 dernières minutes avec 5 points ou moins. Et une défense qui était horrible comme attendu, bien évidemment. Mais ce qui comptait surtout du côté de ces Kings, c'est de réussir à compenser cette défense assez horrible, et ce qu'on attendait de toute façon au tournant, en étant vraiment élite offensivement. Non pas top 10 seulement, ce qui leur aurait promis un petit peu le play-in, et ce que les plus optimistes d'entre nous osaient à peine envisager. C'était une de mes prédictions personnelles, donc j'en suis assez fier. Mais non, on vraiment explosé cet optimisme potentiel en étant vraiment top 1 offense de la ligue. Donc c'est assez beau pour le signaler.
Des Warriors qui, à côté, ont fait une saison très duel, moi j'ai noté sur mes notes, avec un des meilleurs 5 au net ratings, etc., avec Wiggins dans le 5, qui malheureusement était absent assez rapidement dans la saison pour des problèmes personnels et qui reviendra pour ses playoffs, mais qui a beaucoup manqué à cette équipe, qui à côté de ça avait des 5 et notamment un banc parfois moyen, parfois même désastreux, on peut le dire, vraiment des rotations notamment sans Stephen Curry, où vraiment, bien évidemment, là, l'équipe prenait l'eau, et surtout une différence domicile-extérieur assez hallucinante, puisque l'équipe à domicile est une des meilleures de la ligue. En fait, il y a seul Denver est devant, je tiens à le placer celui-ci. 33 victoires pour 8 défaites à domicile dans le nouvel encrin des Warriors au Chase Center, et à l'extérieur par contre 11 victoires seulement pour 30 défaites, presque un bilan en miroir. Une défense avec et sans Draymond qui passe de moyenne plus à horrible, tout simplement. Et puis on peut le dire d'autant plus que Guillaume est dans le chat, une petite déception pour Jordan Poole, avec une évolution un petit peu stagnante. C'est surtout une défense aux abonnés absente qui pourrait le menacer en termes de minutes de jeu sur ses playoffs, puisque les Kings pourraient potentiellement le cibler. On va reparler de ça. Malgré tout, la bonne nouvelle pour ces Warriors, c'est les retours d'Andrew Wiggins et, j'allais dire Aaron Wiggins, mais non, d'Andrew Wiggins bien sûr, et la réintégration également de Gary Payton 2. Voilà pour les deux identités d'équipe. Et Jérémy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, que ce soit d'un côté ou de l'autre, Kings ou Warriors? Je t'en prie. Non, a priori, comme tu dis, les Kings étaient là où on les attendait défensivement. Offensivement, ils ont dépassé les attentes. Les Warriors, c'est une saison un petit peu bizarre, de par effectivement l'inefficacité du banc. Golden State nous a toujours habitué à avoir une équipe où chacun avait sa place, et on avait l'impression que leur force c'était qu'il n'y avait jamais vraiment, en tout cas il y avait toujours un flow continu assez qualitatif et la capacité à maintenir le rythme. Cette année ça n'a pas été le cas, et puis la défense qui est quand même décevante. On savait qu'ils avaient perdu plusieurs joueurs importants de par leur qualité défensive, mais on s'attendait pas à les voir chuter à ce point et avoir une équipe qui était incapable de voyager. Donc déception, et ce qui fait aussi, je pense que même si sur le papier ils ont plus de qualité, la série est assez indécise et que le statut de favori du champion titre ne s'applique pas du tout, quoi. Tu l'as dit, sur le papier, peut-être un petit avantage, c'est un peu ce que je notais dans les points clés de la série pour commencer. Un équilibre attaque-défense, du coup, sur le papier, en faveur des Warriors. Et une offense des Kings certainement pas assez forte en comparaison pour compenser l'écart défensif qui existerait entre les deux teams. Et en fait, quand je regardais un petit peu les ratings, tout ça, pour un petit peu étayer la preview, je remarquais que Golden State, donc 8e à l'offensive rating, 116.6, 12e au defensive rating, 114.2, les Kings de leur côté, premier à l'offensive rating, donc on ne cessera de le rappeler, mais par contre 25e au defensive rating, 117.3. Mais en termes de net rating, vraiment de différence entre les deux sont ex-aequo. Plus 2,4, 8e et 9e de la ligue. Et effectivement, si vu comme ça, on pourrait dire, alors ça va vraiment être indécis, que des matchs serrés dans le Money Time et autres. Tu l'as dit, il y a quand même un petit peu cette faveur pour les Warriors, tout simplement parce que en termes de match-up, on a l'impression qu'ils sont quand même plus capables défensivement, qu'ils ont un petit peu de marge de manœuvre là-dessus. Je parlais du retour d'Andrew Wiggins, de Gary Payton, notamment intéressant sur les lignes arrière pour limiter Fox, Kevin Huerter ou encore Malik Monk. Ça peut être des options intéressantes à envisager et à switcher sur ce backcourt. Le jeu des Kings engage énormément la défense off-ball sur les lignes arrière. Ça, c'est par contre une des faiblesses de Golden State, avec aussi des défenseurs qui sont pas forcément très bons de ce côté-là du terrain. On pense à Stephen Curry en tête malgré tout, on peut le dire. Mais pour moi, et je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, il y a vraiment ce match-up clé qui va un peu tout déterminer sur l'avantage potentiel défensif de Golden State vis-à-vis des Kings. Draymond sur Domantas Sabonis, ça risque de faire un petit peu mal, ça risque en tout cas d'être clé dans ce match-up.
Ouais, je pense effectivement qu'il y a ce match-up qui est clé. Parce que je pense que les Kings peuvent se passer du scoring de Domantas Sabonis. Ils peuvent se permettre de voir effectivement sa capacité à scorer diminuer parce qu'ils sont tellement bons dans l'animation offensive que si Sabonis continue de jouer son rôle sur dribble and off, continue de distribuer correctement, ils trouveront d'autres moyens de scorer. Néanmoins, quand une rencontre commence à être serrée et qu'il y a des fins de match qui arrivent, on aime pouvoir compter sur ses stars. En l'occurrence, Sabonis est probablement le joueur ou les deux joueurs les plus importants du système offensif de Sacramento. Et donc, ça pourrait permettre, dans les fins de rencontre, quand Golden State va jouer, on va dire, un peu ses line-up les plus efficaces, de faire pencher la balance du côté de Golden State. Maintenant, il y a quand même pour moi un bémol, c'est que tu parles du retour effectivement d'Andrew Wiggins, celui de Gary Payton. Mais c'est toujours compliqué d'avoir des joueurs qui débarquent au moment des playoffs. L'année dernière, ça s'est bien passé pour Golden State, qui effectivement n'a jamais été au complet de la saison et a réussi à l'être en playoff et à dérouler probablement son meilleur basket sur les 25 derniers matchs de la saison. Mais pour autant, là, les absences me paraissent très longues. Et est-ce qu'au premier tour, ils seront tous productifs? Et auquel cas, est-ce que finalement les Warriors vont être capables de faire jouer leur avantage défensif de manière notable sur la série, quoi. On salue le vrai Simon, bien sûr, qui est rentré dans le chat, en tout cas, qui est rentré dans le 5 en tout cas. Bienvenue à toi, très content d'avoir ton follow. Guillaume qui nous disait même net rating, mais pas la même transposabilité versus l'élite quand même. Le net rating des Kings va baisser en playoff, je pense, là où le différentiel attaque-défense des Warriors va se maintenir. Et dans le chat également, le Simon, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Oui, tu le disais, donc c'était intéressant ce que tu disais par rapport à les Kings peuvent potentiellement faire l'impasse sur le scoring de Domantas si à côté son playmaking et la satellisation de tous les autres arrières reste encore viable. C'est un petit peu une chose que je me demandais, c'est est-ce que finalement les Warriors vont pas tenter Draymond en second rideau et en floor général comme il aime à le faire en observation de la défense pour justement peut-être essayer d'entraver les mouvements plutôt de l'équipe des Kings plutôt que tout de suite le jouer en 1 contre 1. Je me demande si c'est pas quelque chose qui peut être intéressant en termes d'essai du côté des Warriors. Dans un premier temps, parce que effectivement, comme tu l'as dit, à la limite, si Domantas Sabonis ne score pas forcément, si le reste, alors super répétition, mais si le reste des joueurs est toujours à son niveau et toujours satellisé dans cette offense par Domantas, ça risque d'être à leur avantage finalement. Et en même temps, moi, il y a quand même une chose qui me fait dire que le choix est pas si simple que ça et que Draymond en 1 contre 1 contre Domantas, ça pourrait être bien malgré tout. C'est le fait que il y a potentiellement un problème de faute, moi, sur Sabonis qui est à aller vérifier, en tout cas à aller scruter, je pense, dans la série. Parce que de par son rôle et notamment le nombre de dribble and off qui réalise en fait en moyenne, c'est le premier, mais de très 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 loin dans la ligue, et il est vraiment extrêmement responsabilisé de ce côté-là. En fait, il prend quelquefois, il suffit de deux écrans illégaux, deux écrans mobiles dans le match, et très vite il peut être en fall trouble, avec notamment un Draymond qui sait très bien jouer ce genre d'enjeu et c'est très bien joué de cela avec les arbitres, etc. Et là, ça pourrait être beaucoup plus difficile pour les Kings de passer outre parce que forcément, avec un Domantas sur le banc, là par contre, on donne vraiment plus cher du tout de la peau de ces Kings-là. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Déjà, le fait effectivement d'éventuellement se passer de Draymond Green sur Sabonis. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait eu un peu la même interrogation l'année dernière face à Denver où on s'était dit, est-ce qu'ils vont pas attendre pour préserver Draymond Green et ne pas l'envoyer sur Jokic? Et finalement, dès le début de la série, première minute, on l'a vu sur Jokic et faire un excellent travail. Donc je pense que ils vont jouer l'option de tenter en tout cas de couper
de couper Sabonis et de voir quel impact ça a sur le jeu de Sacramento. Donc je pense que très vite, au contraire, on va voir ce duel. Maintenant, la différence pour moi très notable, c'est que là où dans la série de Denver, il fallait couper Nikola Jokic parce qu'on savait que le supporting cast autour était pas capable de scorer sans lui. Là, avec Sacramento, si, comme on le disait tout à l'heure, il arrive juste à garder cette option de playmaking, à côté il y a De'Aaron Fox, à côté il y a énormément d'excellents scoreurs off-ball. Il y a une animation offensive qui est probablement la meilleure ou une des meilleures de la ligue aujourd'hui. Et donc je pense que peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le tenter assez tôt et qu'ils vont se rendre compte que ça n'a pas l'impact qu'ils espèrent et que donc mieux vaut renvoyer par exemple un Kevin Looney sur Sabonis et remettre Draymond Green dans ce rôle d'homme à tout faire qui est capable d'impacter au contraire le jeu off-ball et d'aiguiller la défense pour être à peu près dans le rythme sur la défense off-ball qui, comme tu le disais, n'est pas excellente aujourd'hui à Golden State. Et Draymond Green, c'est un peu voilà, l'homme à tout faire de cette équipe de ce côté-là du terrain, quoi. C'est un petit peu Donc, c'est un peu ce que j'attends et ce que j'espère pour ma part, parce que ça voudra dire que, effectivement, comme tu l'as très bien dit, on a passé un petit peu cette étape de on a tenté du côté de Golden State de le faire, et puis finalement ça n'a pas assez enrayé la dynamique offensive des Kings. C'est un peu ce que j'espère, parce que ça voudrait dire que la série du coup est disputée et va pouvoir aller loin. Et c'est là aussi où j'ai le plus d'interrogations vis-à-vis de la défense en réalité des Warriors. Alors il y aura le retour d'Andrew Wiggins qui va certainement, en tout cas potentiellement, impacter de ce côté-là du terrain avant tout. Mais c'est peut-être là où j'ai le moins confiance dans la défense de Golden State cette saison, c'est que je trouve que là où les saisons précédentes, on les avait vus justement être capables off-ball dans des schémas différents, etc., de parfaitement répondre à Draymond Green, à ses implications, ses instructions, etc. Là, je trouve que cette saison, pas du tout, de ce que j'en ai vu. Moi, je les ai trouvés assez mornes de ce côté-là du terrain, plus du tout assez mordants dans les schémas, etc. Parfois un peu en retard, parfois même sans vraiment suivre les indications qu'il aurait fallu faire, etc. Je me demande si en fait les Warriors sont capables, littéralement, vraiment de switcher on-off de ce côté-là du terrain. Et je me dis que si les Kings arrivent à passer ce cap-là, si en tout cas les Warriors tentent d'abord Draymond sur Sabonis, je me demande s'ils sont capables vraiment de faire ce switch-là, et on en parlait un peu en off tout à l'heure. L'arrivée d'Andrew Wiggins, alors il était absent pour des raisons personnelles, je crois, des soucis familiaux. J'ai su un moment, mais je me souviens plus trop, donc je ne veux pas dire de conneries. Donc a priori pas de blessure ou autre, donc il pourra revenir physiquement normalement à peu près correctement. Est-ce que ce sera suffisant pour que l'impact collectif soit présent et vraiment palpable? C'est un petit peu difficile à anticiper, je trouve. d'autant que, est-ce que vraiment finalement la défense sur les ailes que peut apporter Wiggins est capitale? Est-ce qu'il peut revenir, en tout cas en n'ayant presque pas joué de la saison, et être envoyé sur des joueurs plus mobiles que lui, peut-être plus vifs sur le premier pas? Par exemple, est-ce que tu peux te dire, quand j'ai pas Payton 2, je vais envoyer plutôt Andrew Wiggins sur De'Aaron Fox? Je suis pas sûr que ce soit vraiment finalement un énorme game changer comme on peut l'imaginer à l'origine. Ça va forcément les bonifier, mais dans quelle mesure? Et puis, combien de temps ça va se mettre en place? Combien de temps ils vont mettre à recréer les automatismes? Parce que généralement, quand tu as été une défense moyenne toute la saison, quand il n'y a pas eu de flash de période de 15-20 matchs où vraiment tu progressais significativement, est-ce que tu peux vraiment te transfigurer en post-saison? Généralement, c'est pas ce qui se produit, quoi. C'est qu'une équipe qui a un bilan assez faible, on se rend compte que la plupart du temps, sauf quelque chose qui est vraiment une absence majeure, comme ça pourrait être le cas pour les Clippers, ou s'ils avaient manqué de Kawhi Leonard genre toute la saison. Mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas montré de toute la saison qu'ils avaient la faculté à vraiment step up. Et face à une attaque élite, c'est un véritable problème, quoi. On parle bien sûr défensivement, puisque offensivement, les Warriors, on sait qu'ils sont On doute pas capables de trop, non. step up malgré tout à chaque fois. Guillaume qui nous dit il ne faut pas trop s'attendre à Damon sur Sabonis, il va être en aide et ça va switcher de partout. Le truc, c'est que l'attaque des Kings fonctionne grâce au DHO, dribble and off bien sûr, qui crée des petits décalages avec un switch hold de Golden State. Tu neutralises ça et derrière, il n'y a que Fox qui me semble au-dessus de la moyenne pour attaquer du 1v1 en qualité plus quantité. Et encore, c'est pas Doncic. Effectivement, moi je trouve que par exemple un truc qui était intéressant à ce niveau-là dans la saison, alors que j'ai pas pu voir après
parce que voilà, j'ai un peu lâché malheureusement, mais que je commençais à voir, c'était le duo Huerter-Sabonis là-dessus, parce que je trouve que Huerter a quelques capacités de playmaking, alors pas incroyable, ça va pas rejaillir sur l'équipe, mais à deux, c'était intéressant. Et après, c'est Sabonis, justement, notamment, qui peut sanctionner le switch all si jamais il a plus petit que lui sur lui, au post-up et dans la domination physique, etc. Est-ce qu'il peut pas recréer le décalage pour ensuite, à la limite, attirer l'aide dans la peinture et ressortir? Ça peut aussi s'entendre, à mon sens, même si c'est pas effectivement sa capacité première et pas comme ça que l'offense des Kings est vue en premier lieu. Néanmoins, et ça me permet de prendre un petit peu de recul pour tous ceux qui nous écouteraient et pour la rediff YouTube, bien sûr. On parle beaucoup, encore une fois, de la capacité défensive des Warriors et comment pouvoir contrecarrer ces Kings, parce qu'on est d'accord que c'est ça qui va faire la bascule dans un match qui sinon serait offense contre offense et très incertain et très serré potentiellement, pour la simple et bonne raison, on est d'accord Jérémy, que de l'autre côté, les Kings, il y a très peu, si ce n'est pas d'espoir, qu'ils puissent stopper quoi que ce soit de l'offense des Warriors. Bah, je pense que de toute façon, le choix qu'ils ont fait dans leur saison, veut tout dire. C'est qu'ils savent de toute façon qu'ils n'avaient pas la capacité à trouver un équilibre entre attaque et défense et donc il y a un côté tout pour l'attaque et les joueurs qu'ils ont recrutés d'ailleurs, montrent un petit peu cet état d'esprit. C'est-à-dire que des Kevin Huerter, des Malik Monk, c'est des joueurs qui sont avant tout connus pour leur qualité offensive et ils ont fait un choix très tranché de tout pour l'attaque, qui a fonctionné et qui avait d'ailleurs échoué pendant des années, mais là, avec le bon coaching, ça a pu fonctionner. Mais on sait très bien que bah, voilà, ils sont 24, 25e défense et que généralement, c'est très dur en playoff de contourner cette problématique-là. Et donc, ils vont vivre et mourir probablement par ce tout pour l'attaque. Et on va voir contre une équipe qui, elle aussi, montre des fragilités en défense si bah, cette première attaque est capable de trancher. Ouais, On, putain, on... Non, on est tout à fait d'accord, je pensais à ma transition. Non, mais c'est parce que j'ai vu le message de Guillaume et j'ai compris le petit. Oui, voilà, exactement. Je me suis dit, voilà, il est 22h40, il aura réussi à placer son autre référence. Donc bravo Guillaume. Qui avant ça, donc voilà, encore une fois, c'est pour ça que on se doute que la bascule va être du côté des Warriors et cette capacité présumée, mais à confirmer malgré tout au vu de leur saison, de pouvoir défendre un petit peu mieux que ces Kings-là et pouvoir justement réussir à rattraper la différence offensive qui pourrait exister, si elle existe, parce que là encore ce n'est pas sûr, et ce serait plutôt quelque chose de très équilibré, offense contre offense, c'est difficile de parier contre Curry et contre ces Warriors-là. À côté de ça, Guillaume, qui, pour reprendre mon point tout à l'heure, répondait par rapport à la punition de Domantas Sabonis sur le switch. Oui, mais il n'y aura pas beaucoup de plus petits à punir, hors Curry. Même Clay, ça tient plutôt la route sur du post-up le temps que l'aide arrive. C'est là que je trouve que voilà, le match-up défensif sur Domantas va être extrêmement important. Et peut-être, lui va être, on s'en doutait bien sûr, hein, c'est la clé de voûte de cette équipe, mais le joueur peut-être le plus intéressant à regarder. Et peut-être là où, si les Warriors réussissent à l'empêcher un tant soit peu, ça va tout enrayer et ce sera la vraie question de son côté s'il arrivera à se maintenir à ce niveau là et à gérer ces difficultés là, alors qu'on va quand même le citer, hein, les Kings sont à un Gafford du titre, c'est terrible. Mais à côté de ça, je voulais noter quand même un autre point de bascule qui me semble intéressant, qui était une autre source de difficulté des Warriors cette saison, et d'ailleurs à peu près toutes les saisons, hein, mais là d'autant plus, ce sont les pertes de balles. Les pertes de balles, c'est simple, Golden State est avant-dernier de la ligue. Le dernier, bien évidemment, c'est Houston, avec 16% de TO, de turnover, bien sûr. Les Kings, en parallèle, sont plutôt bons, alors même que l'équipe est un jeu de mouvement permanent. Ils sont 6e avec 13,3% de turnover. Et en parallèle de ça, surtout, ça devrait pouvoir alimenter une source d'offense chez Kings, puisque les Kings sont extrêmement performants sur transition et surtout jouent énormément de possessions sur transition. Plus de 20% de leurs possessions offensives dans ce domaine sont des possessions de transition.
Donc je me dis que là, ça va être aussi quelque chose à regarder, alors plutôt du côté offensif de Golden State, mais à quel point ils vont réussir à limiter un petit peu les pertes de balles. On sait que le jeu des Warriors a toujours été plutôt dans ce penchant-là. Ça a été souvent une des rares difficultés des Warriors, ça a été sur ces pertes de balles, mais comme l'est par exemple le jeu à Denver, quand il y a beaucoup de passes, c'est rare de pouvoir limiter ces TO, comme le font d'ailleurs les Kings cette année. Donc je me dis que ça peut être aussi quelque chose à quand même vérifier du côté des Warriors, avec, encore une fois, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jérémy, là-dessus, avant que je fasse l'enchaînement avec l'autre petit point, mais qui est un petit peu plus particulier. Le petit détail qu'on peut mettre par rapport à ça, enfin, en tout cas, le petit bémol qu'on peut mettre par rapport à ça, c'est qu'effectivement, les Warriors ont perdu beaucoup de ballons. Est-ce que face à une défense qui n'est pas connue pour la pression qu'elle peut mettre sur l'adversaire, est-ce que justement ils vont pas arriver sans forcément eux progresser, mais parce que les Kings n'ont pas une super défense, à réduire un petit peu ce taux de turnover et revenir dans des moyennes un peu plus acceptables? C'est peut-être un peu la crainte que j'ai pour les Kings, c'est juste que certains défauts de Golden State, notamment en attaque, soient annulés par leur manque de personnel de ce côté du terrain, quoi. C'est vrai, et ça rejoint exactement l'autre potentiel défaut de ces Warriors, qui est la fameuse différence domicile-extérieur et des Warriors sur la route qui sont en grande faiblesse. J'ai noté faiblesse psychologique ou physique. Bon, je me fais pas trop de doutes là-dessus, avec encore une fois le bon match-up pour les Warriors potentiellement de ce côté-là du terrain, comme exactement tu le disais et tu le décrivais vis-à-vis des pertes de balles. Parce que les Kings, ils sont à quoi 1h30 de la baie des Warriors. Donc, potentiellement, en fait, un désavantage qu'avaient les Warriors avec, on peut l'imaginer, un problème de repos, de fatigue, en voyageant un petit peu loin, qui est totalement annihilé et qui pourrait les servir d'autant plus. Alors, après, ça, c'est un truc un petit peu particulier parce que c'est C'est un peu difficile de tricky, ouais. juger en playoff. En plus, il y a souvent plus de repos en playoff aussi. Donc, c'est particulier. Mais je notais aussi ça parce que, bon, malheureusement, ça va pas forcément du côté des Kings sur le tirage, encore une fois. Ouais, je pense que c'est un truc en fait il est nécessaire de mentionner dans la mesure où on fait une preview. Après, c'est difficile d'en parler parce que c'est souvent le genre de choses dont finalement on n'a jamais la réponse, même des années après. Ou alors, si vraiment quelqu'un sort quelque chose de très détaillé sur l'équipe et a pu suivre l'équipe, donc on n'aura probablement jamais le fin mot de l'histoire de pourquoi cette équipe voyage aussi mal, alors que c'était pas un défaut originel de cette équipe. Donc est-ce que ça va avoir un impact le fait d'avoir moins de voyages? Est-ce qu'ils sont juste très dépendants cette année de l'ambiance du domicile et que c'est une équipe qui voyage mal juste et qui fait plus ressortir ses défauts à l'extérieur? J'avoue que je pense qu'on n'aura pas la réponse, mais que en tout cas c'est quelque chose à surveiller. Et si c'est cette piste de la fatigue, notamment parce que c'est une équipe qui est allée au titre l'année dernière et donc qui a joué une longue saison et qui a des cadres qui ont vécu de très très longues saisons pendant la décennie précédente, euh, dans ce cas-là, oui, ça peut être un coup de pas de chance pour les Kings. Une chose que on peut finir comme ça avec peut-être pronostic et bien sûr dans le chat si vous voulez qu'on parle d'autre chose, mais peut-être pronostic et surtout quelque chose que tu veux regarder particulièrement, Jérémy, dans cette série qu'on n'aurait pas forcément évoqué, peut-être juste un joueur ou quelque chose en particulier qui t'émoustillerait plus que le reste. Je crois que sur les autres, il y avait vraiment des éléments de match-up qui étaient très intéressants. Là, je crois que c'est juste c'est l'ensemble, en fait, c'est juste de voir ces équipes qui jouent un petit peu de la même manière, qui ont grosso modo les mêmes défauts, et je pense qu'en fait, ça va juste donner des rencontres assez folles dans les scénarios. Euh, et j'ai bien envie de voir effectivement, est-ce que ce truc d'avoir un joueur très clutch avec J.Aaron Fox, ça peut être quelque chose, un élément qui fait pencher la balance, ou voilà, j'ai été déconcentré par Guillaume, je m'excuse. Non, mais je te suis tout à fait Je sur. savais que ça allait ressortir cette histoire. Je te suis tout à fait sur De'Aaron Fox. Quand on parlait potentiellement du edge défensif des Warriors, en fait, je me dis que si ça ne s'avère pas, et si, comme on le disait, ils n'ont pas forcément réussi à stopper Sabonis avec Draymond et qu'ils sont passés sur une autre défense et que là, toujours pas, ou en tout cas, ils ont un peu de mal, je pense qu'on aura forcément du coup des matchs un petit peu serrés et très offensifs. Et je me dis que là, clairement, les matchs serrés, ce qui compte, ça va être l'exécution dans le Money Time. Et là-dessus,
Fox fait une saison incroyable, magnifique, un des meilleurs à ce niveau-là dans la saison. Et je me dis, bon, bah, j'espère qu'il réussira à maintenir ça dans ces Money Time-là et qu'on en aura des Money Time serrés. En tout cas, pour Ouais, parce que fans, ça peut aussi très bien être une série où il y a des runs monstrueux et donc on a des matchs à 25 points et puis le ouais, c'est lendemain sûr. c'est l'équipe adverse qui met 25 points mais bon on verra bien. Mais sur moi, le petit truc un petit peu con, mais que j'ai très très hâte de voir, mais vraiment très très hâte de voir, c'est l'ambiance chez les Kings. Je pense que ça va être Ça peut être incroyable. assez dingue, ouais, ouais, Ça va ouais. être et c'est bête, hein, mais moi c'est un truc que j'adore avec les premiers tours à Toronto, alors que c'est pas forcément toujours l'éclate, hein, Toronto au niveau offensif. Mais c'était quelque chose qui était très sympa à voir du côté de Toronto avec un très bon public. Enfin, j'aime beaucoup parce que ça donne une vraie ambiance playoff, une vraie différence avec la SR. Ça marque un petit peu le coup et j'ai très hâte de voir cette ambiance chez les Kings. Et si les Warriors, si le problème de difficulté à l'extérieur des Warriors s'avère être autre chose ou un peu plus que juste du repos ou du voyage, etc., je me dis qu'il devrait être servi dans l'enceinte des Kings. Et bon, j'espère un peu comme à l'instar du Cavs Knicks, j'espère que ce sera assez serré pour qu'on puisse le kiffer le plus longtemps possible et voir vraiment des trucs, des matchs serrés et jusqu'au bout, une vraie série. Est-ce qu'il y a autre chose si ce n'est que on nous demande la série Memphis Los Angeles, bien sûr, dans le chat, et ce sera demain, bien évidemment. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Jérémy, avant qu'on arrête? Est-ce qu'il y a autre chose dans le chat? Est-ce que vous avez envie de parler d'une dernière petite chose avant? Ah bon, les pronostics aussi, peut-être. Ouais, ouais, là j'allais te dire justement, moi je veux bien le pronostic parce que je pense que beaucoup de gens voient Golden State assez intuitivement. Euh... T'en penses quoi? Moi, je suis un... je vais te voler cette exclusivité temporaire, mais je suis un pessimiste de nature. Ah bon? Je savais pas, j'avais jamais noté. Et du coup, j'adorerais voir les Kings gagner. Ce serait vraiment mon choix du cœur, bien évidemment. J'ai peur de voir les Warriors s'imposer. Et je pense à un 4-2 Golden State. Là, malheureusement, contrairement au Cavs Knicks tout à l'heure, où j'étais vraiment plus dans l'espoir et dans ce que j'avais envie de voir plus que le prono, là, je suis plus dans le prono terre-à-terre. Et je pense voir 4-2 Golden State. Ok. Et toi, de ton côté? Bah, alors, je sais pas, je crois que je me reconnais pas trop depuis quelques semaines et moi je suis pris de vagues d'optimisme, ce qui pour le coup effectivement ne me ressemble pas, ça tu le sais. Magnifique, Et, mais et, parfait. et en faisant les pronostics, je me suis dit non mais Sacramento va le faire quoi. Et je pense que bah, Golden State a ce statut de champion et cette dynastie qu'ils ont mis en place qui fait qu'on les voit toujours, je pense, avec une certaine crainte en se disant non mais ils ont cette capacité à se rassembler, à se dépasser. Mais en fait, je pense juste que euh, c'est une des équipes les plus potentiellement les plus faibles à l'Ouest s'ils n'arrivent pas à se rassembler de manière assez miraculeuse dans la série. Et du coup, je pense qu'on voit un peu trop beau les Clippers et les Warriors parce qu'ils ont des noms et parce qu'ils ont un passif. Et ouais, je vois bien Sacramento l'emporter. Fan des Kings, on vous le souhaite, bien sûr, hein, comme dirait un grand penseur de notre temps, et une référence qui nous est chère ici, bien sûr.